Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission d'actualité de Paris Basketball on Air. On est de retour un peu plus tôt que prévu car il s'est passé beaucoup de choses en à peine 10 jours. On va débriefer ensemble les deux matchs contre Rouen en Leaders Cup et Saint-Quentin en Coupe de France, les débuts de Kevin Franceschi, la blessure de Valentin Chéry, le Covid-19 et le match reporté contre Évreux. Enfin bref, un programme chargé, vous vous en doutez. Mais avant de démarrer, je vais présenter les personnes qui sont autour de la table avec moi. Ils sont deux encore aujourd'hui. Le premier, vous avez maintenant l'habitude de l'entendre désormais. Salut Antoine. Salut Flav, comment ça va ? Ça va et toi, tranquillement ? Ça va, on aimerait parler de nouvelles un petit peu plus joyeuses, mais il faut quand même parler de cette actu compliquée. En effet. Et à ma droite, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu avec nous, mais il fait son grand retour au micro. Salut Lilian. Salut Flavien, salut Antoine, grand plaisir de revenir. Et puis, sachant que je partage mon micro avec Antoine, c'est un grand plaisir. Eh bien, on va pas perdre de temps et on va se lancer directement dans le concret. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 2. Let's go. Yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on commence cette émission avec la première rencontre officielle du Paris Basketball. C'était à Rouen, le premier match de Leaders Cup des Parisiens avec une victoire assez tranquille, 77-66, et une belle entame dans la compète. Antoine, c'est toi qui étais un peu chargé sur cette rencontre, qui a vu le match chez nous. Qu'est-ce que tu as pensé de la reprise pour les Parisiens avec cette rencontre ? Alors, une belle entame sur le résultat. Après, sur l'entame du match, c'était un peu compliqué. Comme à chaque match du Paris Basketball, ça a du mal à rentrer au début, ça défend pas très bien. Puis au final, la réussite à 3 points permet de revenir dans le match. Il y a un troisième quart-temps qui est un peu laid aussi, clairement. C'est beaucoup d'individualité, on voit que ça marche pas et au final le collectif se resserre et ça marche. Clairement, voir les débuts de Franceschi, on a pu voir un joueur, comme on l'annonçait la dernière fois, un joueur talentueux offensivement, qui apporte vraiment de l'activité. Et après, une équipe du Paris Basketball vraiment supérieure dans certains aspects. Par exemple, au rebond, ils en prennent 49, une quinzaine de plus que Rouen. Ils sont plus adroits au shoot, ils sont à 41% au shoot. Et on va en parler, un Nobel Bungukolo, encore une fois, décisif. Ouais, je voulais t'en parler justement. Est-ce qu'il y avait une performance individuelle que tu allais retenir sur cette rencontre-là ? Nobel Bungukolo, le PB gagne 77-66 à Rouen, hein. Je n'ai pas mentionné le score. Mais oui, Nobel Bungukolo, encore une fois, il a montré que c'est clairement le meilleur joueur de cette équipe. Au scoring, il met 21 points. Il provoque 8 fautes provoquées, parce que c'est un joueur qui parle énormément, c'est vraiment monstrueux. Par exemple, le deuxième en termes de fautes provoquées, c'est Ismaël Kamagaté avec 3, donc c'est vraiment beaucoup plus bas. Il a 24 d'évaluation. Encore une fois, c'est un joueur, c'est un all-around player, un Nobel, puisqu'il prend 7 rebonds, il met 2 contres, il fait une petite passe décisive, bon, c'est pas son rôle, puisque lui, il est vraiment au scoring. C'est le coup de cœur, le point positif de ce match. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, ça manquerait clairement de scoring. Bon, même si Franceschi met 15 points, et Kamagaté 12, mais c'est sur le tard. Donc, c'est vraiment Nobel qui est très régulier, on l'avait vu déjà en pré-saison, lorsqu'il met 29 points contre Évreux. C'est une valeur sûre au scoring, et c'est bien de l'avoir. Ouais, il a fait une performance assez régulière. Paris qui avait de toute manière pris l'avantage assez rapidement après avoir remonté le score. Ils étaient menés 15-3 et avec des shoots de Franceschi et Nobel Bungukolo avec sa régularité, ça avait fait pas mal de bien à Paris. Rouen qui est un peu faible, qui a perdu contre Évreux hier. C'est une victoire à prendre et une belle entame pour débuter. Et juste aussi Amarassi, toujours dans l'ombre, très efficace. Toujours assez efficace Amara. Et puis, il y a eu la rencontre face à Saint-Quentin, c'était mardi dernier, pour le grand retour à la Halle Georges Carpentier. Et là, pour le coup, ça n'a pas été du même acabit. Alors, je vous fais un peu le résumé dans l'ordre chronologique. Paris qui donc joue contre Saint-Quentin, sans Nobel Bungukolo, dont on parlait justement, et Milan Barbic, tous les deux placés en protocole Covid. À la fin du premier quart-temps, Valentin Chéry qui sort sur civière après avoir passé seulement 35 secondes sur le terrain. Et puis en deuxième mi-temps, comme si ça allait pas assez mal, Jean-Christophe Rath il est exclu pour une double faute technique et Paris qui s'incline au final assez logiquement dans cette rencontre 85-76 et donc une élimination en 64e de finale de la Coupe de France. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce match. Lilian, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur la rencontre ? Forcément, il y a beaucoup, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses à revenir sur le jeu, mais j'aurais une pensée pour Valentin Chéry qui s'est donc luxé l'épaule, surtout que
C'est intervenu en début de match, ça a un peu mis un froid sur toute la rencontre, que ce soit du côté de Paris ou du côté de Saint-Quentin. Et surtout que la situation était assez étrange, on ne savait pas forcément trop qu'est-ce qu'il avait sur le coup. On pensait plutôt à une commotion cérébrale quand il était mal retombé sur un dunk d'un joueur de Saint-Quentin. Et au final, voilà, on le voit sortir son civière. Donc déjà, ça, c'était un choc. Et en plus, il a fallu du coup compenser son absence pendant le match et c'était pas forcément évident. Ouais, ça a été compliqué, même dans la salle, ça a jeté un froid, tu le disais, pendant quasiment 5 minutes, il s'est rien passé. Les joueurs du Paris Basketball ne savaient pas trop ce qu'il avait et ils ne sont pas trop occupés de lui non plus. Ils sont vraiment restés sur le temps mort dans leur coin, essayer de trouver peut-être les solutions tactiques. Ils étaient déjà bien menés par Saint-Quentin. Et puis la souffrance, tout simplement. On voyait Valentin vraiment en souffrance avec son épaule. Il a mis plusieurs minutes à sortir du terrain sur la civière. Derrière, il a passé des examens, donc Lilian le disait, il a une luxation à l'épaule, il en a pour entre 3 et 5 mois. Ça va faire une grosse absence pour le Paris Basketball. Antoine, comment toi tu verrais cette équipe maintenant sans remplaçant au poste de pivot? Déjà que c'était Gary Florimond qui a quitté le club, du coup Ismaël Kamagaté qui était passé titulaire. Et là, le remplaçant déjà blessé, comment Paris peut A gérer? priori, des infos qu'on avait eues très peu de temps après la blessure de Valentin Chéry, pour l'instant, il n'y a pas de recherche d'un pigiste médical, ce qui pourrait être autorisé, clairement. Donc à voir si Amarassi, comme il l'a fait lors de Saint-Quentin, est décalé au poste 5, derrière Kamagaté, et laisser Sleva au poste 4, et attendre les retours de Nobel, et des Nobel aussi qui pourraient potentiellement s'écarter un petit peu, même si c'est pas son, Il a déjà sa joué en principale poste qualité, 4 mais l'année dernière. il peut aider aussi, donc il y a encore quelques solutions. Je pense que la plus simple, si on veut doubler le poste 5, ça sera de mettre Amarassi le plus souvent sur certaines séquences quand Kamagaté sera sur le banc, mais c'est pas évident. D'abord, à voir quand va revenir Valentin Chéry. Est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4 mois? Enfin, comment ça va se passer Non, dans les prochaines semaines? c'est déjà compliqué sur les postes 1-2, il y a très peu de rotation et puis il y a déjà un joueur qui est sur le carreau avec Valentin Chéry, ça va faire un peu de mal quand même dans les rotations de Jean-Christophe Prat, il va falloir s'adapter et ça va être assez compliqué. Ben, on l'a déjà vu face à Saint-Quentin et contre Rouen, il n'y a aucun joueur à plus de 30 minutes. Et là, contre Saint-Quentin, il y en a 3, c'est Bégarin, Franceschi et Amara. Donc on voit déjà que ça va faire des rotations compliquées. Il manquerait plus qu'il y ait encore d'autres blessés, on l'espère pas. Mais puis surtout, on va perdre ce que Valentin Chéry a apporté, c'est-à-dire son intensité dans la seconde unit. Donc ça va faire défaut. Également son apport au rebond, qu'on a déjà vu qui a déjà été compensé sur ce match, mais les arrières vont devoir encore plus travailler qu'ils ne le devaient. On voit Franceschi qui termine à 8 rebonds, Bégarin à 7, c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc toute l'équipe va devoir un peu compenser cette absence qui risque au fur et à mesure de la saison de faire du mal à Paris. Tu citais Kevin Franceschi au début de ton argumentaire. Gros début de saison, assez intéressant. 15 points contre Rouen si je ne m'abuse et 13 du coup contre Saint-Quentin. Il est déjà présent pour ce début de saison. 10 points 10 points contre Saint-Quentin. Beau début de saison, assez surprenant, non? Bah ouais, pour son retour dans sa ville, à Paris, il fait vraiment des débuts sans complexe, il est libéré, mais on voit aussi que le staff lui laisse un peu libre cours à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire à scorer, quoi. On ne le restreint pas dans un rôle qui serait de shooter dans un corner ou d'attendre des systèmes. Non, vraiment, on lui donne la balle. En plus, contre Saint-Quentin, il n'y avait pas Barbic, donc forcément, il allait avoir le ballon sur certaines séquences. Comme on l'avait évoqué dans le premier épisode, on voit que c'était pas forcément un créateur, ça reste quand même un arrière. Dès que le système est un peu galvaudé, il va pas forcément créer la différence. Donc, mais on s'y attendait, donc c'est pas forcément une surprise. Mais sur le pur aspect du scoring, on voit que c'est un shooter, c'est un scoreur, il peut prendre feu en quelques minutes, donc ça va faire du bien à Paris, surtout pour l'instant avec les absences. Ouais, tu disais créateur, peut-être pas forcément efficace, mais créateur de tir pour lui-même. Par contre, là-dessus, il est dans les meilleurs de l'équipe, largement même. Et, c'est l'un des seuls qui peut, avec Gauthier Denis peut-être et Nobel, qui peut se créer l'espace sur un dribble et pouvoir shooter sur la tête de l'adversaire. Ouais, non, c'est intéressant. Antoine, tu aurais quelque chose à rajouter sur Franceschi, sur ces 2 premiers matchs? Une belle mentalité, une mentalité de scoreur, une mentalité un peu même de mentor pour les jeunes. Il l'avait dit lui-même, il aime bien parler, il aime bien toujours aller motiver Kamagaté, notamment qui est un jeune joueur de 18 ans. Ça fait plaisir cette mentalité. C'est de la fraîcheur, c'est la seule recrue de l'année, sauf si on compte Loïs Gendret, le stagiaire qui a été utilisé d'ailleurs contre Saint-Quentin.
Et c'est un atout vraiment important, je trouve, cette année pour le Paris Basketball. Encore plus, comme l'a dit Lilian, quand Barbic n'est pas là, il aura vraiment beaucoup de responsabilités. Et non, c'est vraiment super intéressant de le voir parce qu'il est vraiment revanchard. Il a un parcours vraiment atypique. Et après, à 26 ans, pour la première fois jouer devant ses proches, clairement, parce qu'il n'a jamais joué à Paris alors qu'il est issu de la région parisienne, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une bonne mentalité. Et on l'a déjà senti très vocal sur le terrain contre Saint-Quentin. C'est bon, en dehors de la mise en place des systèmes, vraiment à chaque temps mort, c'est lui qui rassemblait ses coéquipiers, avec Camara notamment. Donc non, vraiment, comme tu le disais, surtout avec les jeunes aussi, il parlait beaucoup avec Juan, avec Loïs Gendré. Donc non, c'est tout à fait positif. Je pense que Paris, c'est octroyer un joueur qui peut être efficace sur le terrain, mais aussi en dehors des parquets. Ouais, et puis du coup, c'est lui qui a été titulaire à la main contre Saint-Quentin, puisque vous le disiez, Milan Barbic et Nobel Bonkolo étaient absents parce ils sont malades, ils sont touchés par le Covid-19. Comment vous avez trouvé la rencontre des Parisiens sans ces deux joueurs-là? Milan Barbic qui est utilisé comme le titulaire au poste de meneur, qui apprend encore le métier, mais Nobel Bonkolo, on le disait, qui est hyper important dans le système de Jean-Christophe Pratt et qui manque sûrement déjà au scoring, on l'a sûrement vu contre Saint-Quentin. Ah bah clairement, hein, tu vois l'écart, 76-85, les points de Nobel auraient clairement été positifs. Slevak a été très intéressant sur ce match, heureusement qu'il apporte en sortie de banc sa quinzaine de points. On a eu quelques joueurs qui ont dû un petit peu augmenter leur niveau de jeu, même ça a été très compliqué. On a vu un Bégarin omniprésent, clairement omniprésent, en option offensive numéro 1, même si je pense que normalement ça aurait peut-être pas dû être lui. Il a tenté beaucoup de choses. Alors, il en a réussi certaines, il en a raté pas mal d'autres. Mais après, c'est la jeunesse aussi. Il a 17 ans, 18 ans, 18 ans. 18 ans. Donc, c'est un peu logique, mais il avait fait. Sa rencontre, statistiquement, elle est quand même belle. Elle est belle. Après, le problème qu'a eu le Paris Basketball, c'est les pertes de balles. Ils en ont perdu beaucoup. C'était 9 dans le premier quart-temps. C'est ça. C'est énorme, c'est monstrueux. Enfin, c'est une équipe de Saint-Quentin qui a bien joué, mais qui n'a pas été extrêmement supérieure au Paris Basketball. Elle a juste été plus efficace et plus entreprenante que le PB, quoi, clairement. Puis quand les esprits s'échauffent ou que tu es un petit peu triste par ce qui se passe pour Valentin Chéry, tu perds un peu le fil du match, donc tu te mets dans ta bulle. Et pour le coup, Juan Bégarin, l'an dernier, il n'a jamais fait un match en option numéro 1, même quand il y avait des absences de Nobel. C'était Sylvain Francisco qui prenait plutôt les choses en main. Donc c'est aussi un nouveau rôle pour lui à appréhender. Sur des séquences, il l'avait été sur certains matchs. Vraiment ouais, sur mais là, des séquences. c'est la première fois qu'on le voit vraiment là sur 40 minutes remonter la balle. Puis il n'a pas été aidé forcément par aussi la réussite extérieure de son équipe. On sait que c'est pour ce genre de joueur qui drive beaucoup, c'est important qu'il y ait de la réussite extérieure. Là, pour le coup, contre Saint-Quentin, c'était très pauvre comparé au match justement à Rouen, qui avait fait la différence, la réussite à 3 points. Donc c'est toutes ces petites choses-là qu'il va falloir améliorer pour aussi permettre à certains jeunes de mieux prospérer. Ouais, et puis ça avait été très compliqué en attaque, surtout du côté du Paris Basketball. Si je ne me trompe pas, Gauthier Denis tente son premier tir à 3 points en deuxième mi-temps, peut-être dans le troisième quart. C'est assez rare, c'est justement lui qui est capable de dynamiter. Et à l'inverse, c'était Dustin Slava qu'on trouvait beaucoup à la création, qui a fait un très beau match contre Saint-Quentin et que je pense qu'il faut quand même féliciter. 83% au shoot. Ouais, 5 sur 5 au lancer, c'est bien. Ouais, non, il avait fait vraiment 17 d'évaluation, c'était la meilleure évaluation de l'équipe. Est-ce que vous avez un mot à rajouter sur le match de Saint-Quentin ? Après, là où il faut pas être trop exigeant non plus, c'est un début de saison, le temps que les systèmes se mettent en place, et en plus, il n'y avait pas forcément de meneur de métier. Donc, il va falloir s'y habituer à cette oui, mais Barbic va quand même revenir, donc ça va quand même s'améliorer. Mais quand on met ces deux aspects-là bout à bout, c'est sûr qu'on se dit que c'est compliqué de trouver l'alchimie sur ce début de saison. Voilà, alors une défaite, on le disait, contre Saint-Quentin en Coupe de France, une élimination du coup, et qui va peut-être arranger les Parisiens en vue du calendrier assez compliqué qui va arriver. Alors Paris devait jouer le 25 septembre à Évreux, c'était vendredi dernier, et ça a été décalé finalement au 13 octobre, parce qu'il y avait les cas de Covid à Paris, et la LNB avait choisi de décaler la rencontre. Ils vont jouer donc le 13 octobre. 2 jours avant, ils auront le 11 octobre la première journée de championnat contre Souffle. Ils auront un déplacement 4 jours plus tard à Quimper. Comment Paris peut gérer ce calendrier ? On le rappelle juste avant d'enchaîner qu'ils vont jouer mercredi le 30 septembre contre Évreux à domicile et enchaîner même pas 48 heures après contre Rouen à la Halle Carpentier encore. Ça va être très très condensé en quelques semaines, beaucoup de matchs. Comment Paris peut assumer avec un effectif réduit désormais ?
Avec les deux, il faudra bien récupérer après les 2 matchs de Leaders Cup de cette semaine. Ça sera primordial parce qu'après, il n'y aura pas beaucoup de temps pour se reposer, pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Et en plus, ces 3 rencontres qui s'enchaînent, elles sont toutes à l'extérieur. Donc vraiment, la récupération va être très compliquée. Il va peut-être falloir faire des choix sur certaines rencontres. Si le début de match se passe mal, mettre les cadres au repos et laisser filer. Mais en tout cas, ouais, Jean-Christophe Prat va avoir du boulot et même les kinés du club pour faire récupérer au mieux les joueurs. Ouais, parce qu'on a quand même évidemment des jeunes joueurs dans cette équipe qui récupèrent assez vite, mais on a quand même des plus de trentenaires, des quarantenaires même, qui vont avoir beaucoup plus de mal à assumer. Si je ne me trompe pas, Amara avait quand même beaucoup joué contre Saint-Quentin. Et c'est encore compliqué pour son âge d'assumer des matchs à quasiment 30 minutes. À 30 minutes, physiquement, c'est pas évident. Puis il doit toujours être là pour rassurer, pour expliquer, pour remotiver. Parfois même un Kamagaté qui est son coéquipier dans la raquette. Ouais, c'est très fatigant pour lui. Ouais. Ma petite question d'ailleurs sur Kamagaté, qu'est-ce que tu penses, Antoine, de son début de saison? Il n'est pas assez concerné dans le début du match. On a l'impression que Jean-Christophe Prat ou Bienvenu Kindoki doit sans arrêt le réveiller. En fait, il a du mal à rentrer dans les matchs. Par contre, il les termine toujours très bien. Il les termine toujours avec sa dizaine de points, il va 7-8 rebonds. Et il enflamme un peu le public sur les fins de rencontre. Mais les débuts, il a vraiment du mal. Il est assez passif. Il y a des moments où... Après, il est jeune, hein, il a 18 ans. Il y a des moments où le pivot adverse va vraiment rouler sur lui très très facilement sans avoir la moindre adversité. C'est frustrant en fait, c'est frustrant de le voir comme ça alors qu'il a autant de capacités parce qu'on sait qu'il a énormément de capacités. Ouais, mais alors là, il va avoir encore plus de responsabilités dans l'effectif vu que son remplaçant est blessé pour plusieurs mois. Là, il va avoir encore plus de responsabilités. L'année dernière, il était seulement remplaçant de Gary Florimont. Là, ses minutes avaient déjà été considérablement augmentées, mais alors avec la blessure de Valentin Chéris, ça va exploser. Après, le match contre Saint-Quentin, il joue 22 minutes, c'est ce qui est moins, mais parce qu'il fait des fautes très rapidement. Il me semble qu'il en fait 2 dans le premier quart-temps, donc il est très vite benché. À voir aussi ça, mais c'est de la naïveté de jeune, donc ouais, à voir comment ça va être avec la blessure de Valentin Chéris. Ouais, mais ça va être compliqué à gérer si, dans ce cas de figure-là, si Ismaël Kamagaté fait rapidement des fautes. Qui est-ce que tu vas pouvoir mettre en pivot pour le suppléer? Peut-être Amarassi, peut-être de Sleva sur certaines séquences. Il a quand même un profil intéressant pour jouer pivot, non? Sleva, moi je milite pour que Sleva joue en poste 5 avec son spacing. Et puis même, je pense qu'il est des fois plus armé pour défendre sur les 5 que Nehamara. Surtout qu'Amara, voilà, comme on l'a dit, 39 ans, il faut quand même le ménager sur certaines séquences, même s'il fait tellement en défense sur les petits détails. Donc ouais, il va falloir innover pour Christophe Prat. Innover, des difficultés à la main. Là, un ailier pour le moment qui est absent, qui sera peut-être de retour contre Évreux mercredi. On aura la réponse bientôt. Et puis un poste 5 un peu dégarni. Ça va être très compliqué. Là, ça va être primordial que Barbic et Nobel reviennent très rapidement. On va peut-être finir sur la fin de la Leaders Cup. Là, il reste quelques matchs. Il reste 3 matchs. Du coup, pour Paris, il reste donc cette rencontre contre Évreux mercredi. Qu'est-ce que vous en attendez? Évreux qui a remporté son match à domicile contre Rouen hier. Et après, Évreux part sur une malédiction comme l'année dernière. Ils ont déjà 3 blessés, dont des recrues, donc des joueurs extrêmement athlétiques. Donc c'est un petit avantage pour Paris. On le souhaite absolument pas à Évreux. C'est triste pour eux parce qu'ils ont formé une très belle équipe, très dynamique et très complète. Ça va être dur pour Paris, mais je pense, par exemple, pour revenir juste sur le match à venir, parce que Rouen est un petit peu à la traîne, donc ça va jouer entre Paris et Évreux. Peut-être potentiellement les deux équipes vont se qualifier, parce que des fois il y a le meilleur deuxième. Je pense que ça peut être un match assez équilibré, comme l'a dit Lilian, si Nobel et Milan sont de retour ou vont revenir assez rapidement. Ça va être juste être une bagarre de... On a déjà joué Évreux, il faudra juste voir dans quelle intensité physique les Parisiens vont se développer, parce que là, par exemple, pour un match amical, ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dedans physiquement contre Évreux, donc à voir est-ce que ce serait la même physionomie de match. Paris a déjà joué plusieurs matchs amicaux et sera surtout reposé, parce qu'ils n'ont pas joué pendant 8 jours. Pendant 8 jours, ils ont été mis au repos. Donc là-dessus, ils auront déjà une base de travail à l'entraînement qui peut être suffisante et justement arriver... Là où Évreux a joué dimanche et jouera mercredi. Et arrive à 7 ou 8, alors qu'ils avaient un effectif beaucoup plus développé avant le match contre Rouen. Donc je pense qu'en termes de longueur d'effectif, ça sera la même chose. Et pour boucler, juste, on va rappeler déjà que Paris jouera
ce mercredi à 14h30 à la Halle Carpentier contre Évreux et recevra dans un deuxième temps, ce sera vendredi, l'équipe de Rouen à partir de 20h pour toujours cette même Leaders Cup. On va boucler cette émission, les gars, avec les nouveaux maillots du Paris Basketball qui ont été dévoilés vendredi dans une vidéo produite par Adidas avec un rappeur. L'année dernière, c'est Joker. Cette année, c'est le rappeur Gazo. Juste comme ça, est-ce que les maillots vous plaisent? Comment vous avez apprécié la nouvelle communication du Paris Basketball? Moi, énormément, j'adore les maillots avec beaucoup de sobriété. Donc, ce qui est le cas des maillots du PB avec des petits détails qu'on n'a pas forcément encore pu voir. Bon, sur les photos, c'est difficile à évaluer, mais je pense que quand on leur en main, on pourra voir tous les petits détails qu'a mis Adidas. Donc, moi, je les trouve sympas et je milite en tant que photographe du compte pour que le club joue à domicile en noir. Apparemment, la com a l'air de nous indiquer que ça va partir dans ce sens-là, donc j'en suis ravi. Pour Antoine, pour toi, c'est réussi ce maillot? Roman Zeli, qui bosse au Paris Basketball, nous avait dit à l'Amiral League, vous inquiétez pas, ils vont arriver un petit peu en retard, mais ils seront super stylés. Elle avait raison, c'est vrai qu'ils sont vraiment incroyables. Et la com est encore une fois très moderne en fait pour le basketball français. Et esthétiquement, ils sont vraiment incroyables. Ils ont sorti une nouvelle gamme de maillots magnifiques. Et je suis d'accord avec Lilian, j'aimerais bien les voir, parce qu'on s'est rendu compte qu'on les a jamais vus jouer en noir en fait, parce qu'on est tout le temps à Carpentier quasiment. On essaiera de se déplacer, mais il y a encore des beaux maillots cette année. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Merci messieurs, ça fait un plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, @parisb-8onair sur Twitter, Paris Basketball on Air sur Facebook et YouTube. Likez, partagez, mettez des pouces bleus, ça pourra aider le podcast à se développer. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour la rencontre contre Évreux ce mercredi à l'occasion du Kids Game et pour toutes les infos sur le club. Merci les gars et à la prochaine. Salut! Ciao, ciao.